Bonjour, chronique littérature, aujourd'hui on va dire fantasy, et une relecture, une fois n'est pas coutume, avec Le Joyau Noir de Michael Moorcock, qui est le premier roman de la légende de Hawkmoon, donc un des cycles dits du champion éternel, faisant partie de l'hypercycle du multivers. C'est un réflexe façon chien qui bave. Quand quelqu'un dit Moorcock, son interlocuteur se doit de répondre Elric. L'albinos dépressif, avec sa grosse épée méchante vilaine, a de longue date intégré le panthéon de l'heroic fantasy, au point de constituer une référence peu ou prou indépassable pour bon nombre de fans transis. Surtout si les dits fans transis sont des adolescents, ou peut-être plus exactement ont lu les aventures d'Elric quand ils étaient adolescents. Plus tard, le risque est élevé que cela ne passe tout simplement plus. J'en ai fait la même expérience, je n'ai lu Elric que bien trop âgé, et ai trouvé ça d'un ennui mortel et tristement pauvre. Mais était-ce si surprenant? Probablement pas, et d'autant moins en fait que j'avais malgré tout eu mon expérience moorcockienne adolescente, simplement avec un autre avatar du putain de champion éternel. J'ai nommé Dorian Hawkmoon. À l'âge des boutons sur la gueule, j'avais en effet lu, de préférence aux pérégrinations plates du Nibonnéen Petburn, les pérégrinations sans doute guère moins plates du duc de Köln, que je ne qualifierai pas au-delà, dans cette Europe dévastée et chaotique d'après le tragique millénaire. Parce que cet univers me séduisait autrement que le flou délibéré des jeunes royaumes. Intuition en forme de préjugé, peut-être, mais c'est que j'avais mes propres sources avec leur biais, le jeu de rôle. Elric a certes connu plusieurs déclinaisons ronistiques, sous des titres divers, Stormbringer, Moonblade, etc., plutôt bien accueillis par ailleurs, pour ce que j'en sais, mais ce fut aussi le cas de Hawkmoon. Et quand je feuilletais mon catalogue de VPC au milieu des années 90, disons-le, je bandais pour cet univers fantasque et outré, avec son ténébreux empire de Grande-Bretagne fabuleusement psychédélique, au carrefour de la science-fiction post-apocalyptique et de l'heroic fantasy la plus sauvage. Du coup, j'avais lu à l'époque La légende de Hawkmoon, cycle à l'intérieur de l'hypercycle du multivers ou du champion éternel, composé en fait de deux sous-cycles, l'histoire du secret des runes, les 4 premiers bouquins, et les chroniques du Conterrain, les 3 derniers. Et pour quel bilan? Oui, effectivement, un chouette univers qui a de la couleur, de l'excès savoureux. Mais déjà à l'époque, j'avais trouvé l'histoire, ou plutôt les histoires, tant ça bouge en permanence et sans grande cohérence, globalement insipide, et le style peu ou prou désastreux. Un feuilleton somme toute basique et probablement paresseux, de ces œuvres que, dit-on, Moorcock dédiait à ses créanciers, mais une esthétique sympa, de la couleur, avec notamment son vilain empire très très méchant qui dispute toujours les premières places du classement œcuménique des vilains empires très très méchants, au coude à coude avec les fantasmes de Palpatine et des nazis pur jus, hélas bien réels. Il y a depuis un challenger entre la Syrie et l'Irak, ai-je cru comprendre. J'ai donc lu ces 7 petits bouquins en bouffant du popcorn, sans m'ennuyer, sans être non plus vraiment emballé. En refermant le dernier, je me suis dit qu'il valait mieux tout de même que je fasse une petite pause avant de me mettre au Elric, et cette petite pause a duré une dizaine d'années. Bon, et trop tard pour apprécier ça. Globalement, les quorums, autre cycle du champion éternel, m'ont davantage parlé sans me convaincre vraiment. Me restait à les récauser, je m'étais dit alors que je les lirais après une petite pause, et 10 ans plus tard, je ne l'ai toujours pas fait. Depuis, cependant, j'ai découvert que Moorcock avait pu être tout à fait brillant, oui, simplement pas dans ce registre de la grosse fantaisie qui a assuré sa célébrité. Il y a un monde entre les navrants Elric et la superbe autant que la finesse d'un Mother London, un vrai chef-d'œuvre pour le coup, dont on a presque du mal à croire qu'il est dû au même auteur. Les nouvelles contenues par exemple dans London Bone et Déjeuner d'affaires avec les Antéchrist, de même, révèlent un auteur bien plus intéressant que ce pourquoi il est si souvent cité en priorité. Et probablement aussi en SF romanesque plus classique, Voici l'homme. Mais pourquoi alors revenir à Hawkmoon? Parce que, premièrement, c'est l'été et j'ai envie de détente et éventuellement de bourrinade. Deuxièmement, l'univers continue de me séduire. Troisièmement, après toutes ces années, j'ai conservé le fantasme rôlistique initial. D'où je me suis dit que je pouvais retenter l'expérience, d'autant que les 7 volumes constituant la légende de Hawkmoon sont très brefs. Alors, un par-ci, un par-là. Voici donc le Joyau Noir, et on verra plus tard si, au détour d'un week-end impliquant train et bus, je trouverai l'occasion de poursuivre. Pour moi, Hawkmoon, c'est donc tout d'abord, et avant tout, un univers. Même pas forcément très original. En fait, je n'en sais rien. Il faudrait pouvoir se remettre dans le contexte de 1967, je suppose. Mais très visuel, très coloré, baroque et cruel, évocateur et fascinant.
Le lien avec notre terre est a priori plus marqué que dans les 3 autres cycles du champion éternel. Les toponymes sont éloquents, à peine déformés, la Grande-Bretagne, la Camargue, etc., qui nous plonge donc dans une Europe futuriste, et pourtant médiévalisante. C'est qu'il s'est produit entre notre temps et celui-ci, ce que l'on a appelé le tragique millénaire, mais nous ne savons pas grand-chose quant à ce qui s'est alors passé précisément, même si le contexte nous incite assurément à deviner quelque affrontement global ayant tourné à l'hiver nucléaire. L'humanité a donc régressé partout où peu s'en faut. Dans ce premier tome, qui se déroule pour l'essentiel en Europe occidentale, avec une virée plus tardive en Europe de l'Est et jusqu'en Perse, nous n'avons que de très vagues échos de l'Amérique, censément épargnée par le tragique millénaire, et de l'Asia communista, sous domination chinoise, qui semble avoir échappé à la régression mais au prix du totalitarisme. Ces 2 contrées pour les Européens sont plus des légendes qu'autre chose. En Europe de l'Ouest, les nations se sont à peu près toutes effondrées. La France, ainsi, s'est balkanisée et reféodalisée, et il en va de même pour l'Allemagne, etc. Il y a pourtant une exception, le ténébreux empire de Grande-Bretagne. Cette dystopie totalement folle, avec à sa tête un empereur qui n'a plus rien d'humain et qui entretient son pouvoir éternel en abreuvant ses élites perverses de débauches en tout genre, a su conserver un niveau technologique supérieur à celui de tous les autres pays d'Europe. Ces ornithoptères, notamment, sèment le chaos, secondant des contingents immenses de fantassins armés de lance-feu, et dont les uniformes improbables à base de masques animaliers terrifient leurs adversaires vaincus d'avance. La Grande-Bretagne est ambitieuse autant que cruelle, et entend accaparer l'Europe entière. Il sera bien temps ensuite de se pencher sur le reste du monde. Ces armées d'ici là multiplient les exactions sadiques, massacres de masse et crucifixions de milliers d'enfants. Tel a été le terrible sort du duché de Köln quand débute le roman. Mais la Grande-Bretagne ne détient pas encore toute l'Europe, et certaines principautés, même infimes face à sa démesure, ont su pour l'heure conserver leur indépendance. Ainsi surtout de la Camargue, avec un K, oui, où règne le comte Hérin, héros de 1000 batailles et fins politiques, que le peuple de la province a choisi de placer à sa tête en remplaçant des anciens dirigeants corrompus. Le comte Hérin se faisant vieux, il a supposé qu'il était bien temps de prendre sa retraite et a accepté cette offre. Souverain juste et droit, aimé de ses sujets, le comte mène désormais une petite vie tranquille dans cette enclave sauvage tout au sud de l'ancienne France, dans son château d'Aigues-Mortes, un nom et une histoire tellement parfaits pour un récit de fantaisie. En compagnie de sa fille Iselda, forcément belle autant que naïve, de son ami le poète philosophe Noble Jean et de son vieux compagnon d'armes von Villars. Aussi excentrée soit la Camargue, elle ne peut sans doute demeurer indifférente au sort du reste de l'Europe. Noble Jean est horrifié par les exactions de la Grande-Bretagne, mais pas le comte Hérin. Le vieux soldat a toujours cru que l'Europe devait s'unir pour survivre et dépasser le triste héritage du tragique millénaire. C'est pour cela qu'il s'est si longtemps battu en vérité. Si la Grande-Bretagne peut obtenir cette unification, c'est tant mieux, quitte à casser quelques œufs pour faire la proverbiale omelette. Les horreurs dont parle Noble Jean ? Des rumeurs tout au plus, fondées sur du vent. En fait, pour que le comte Hérin prenne au sérieux la menace que pose le ténébreux empire, il suffit pourtant de pas grand-chose. Qu'il s'en prenne à la Camargue, et... Le comte accueille avec courtoisie le baron Méliadus au masque de loup, haut dignitaire de Grande-Bretagne et responsable du massacre de Köln, mais, tout au fond, il sait bien ce que cette visite implique, et le sinistre hiérarque impérial lui offre un alibi tout trouvé pour que la minuscule Camargue se dresse contre l'hégémonique ténébreux empire, quand, succombant à la plus folle des passions amoureuses, il essaye d'enlever la belle Iselda. C'est original, hein ? Ah, c'est princesse alors. Voici pour la géopolitique, disons, de cet univers, qui nous fournit le point de départ du récit, même si la résistance de la Camargue ne sera pas toujours au cœur du cycle, d'autant que notre héros n'est pas le comte Hérin, mais Dorian Hawkmoon, duc de Köln. Avant de nous pencher sur le bonhomme, le champion éternel du coin, il nous faut cependant envisager un autre aspect de cet univers, entre science et sorcellerie. La collection science-fiction de Pocket alors faisait la distinction entre 4 sous-collections. La science-fiction représentée par le cycle de Dune, la science-fantasy avec les dragons de Perne, la fantasy avec Hawkmoon, et la dark fantasy avec les prétendues collaborations posthumes Lovecraft-Derlet, en fait purement derletiennes et lamentables. Il y aurait beaucoup de choses à redire à propos de cette catégorisation sans doute, sans même parler de cette accroche commerciale pour le moins improbable, au point où c'en est presque glorieux, dans la présentation de l'auteur. Flaubert commença par Salammbô, Moorcock par Elric Hawkmoon. Hein ? Quoi ? Pardon ? WTF ? Bon, passons. Reste que Hawkmoon est présenté comme étant de la fantaisie pur jus.
C'est sans doute vrai dans les thèmes et les procédés, mais l'univers est plus ambigu que cela, avec sa dimension d'anticipation qui peut sembler trancher avec les aventures d'Elric notamment, et nous fait tout naturellement penser à de la science-fiction. En fait, on serait tenté dans ce cas de faire usage de la catégorie plus que bâtarde de la science fantasy, pourtant employée par l'éditeur par ailleurs. Bien sûr, l'anticipation n'implique pas la science-fiction. La Terre mourante de Jack Vance ou Zotique de Clark Ashton Smith en témoignent assurément, présentant deux futurs incommensurablement lointains, bien plus que celui de Hawkmoon, qui sont autant de mondes magiques. Est-ce donc le cas du présent cycle? Probablement. Mais dans ce premier tome, il joue beaucoup de l'ambiguïté entre science et sorcellerie, présentée d'ailleurs comme telle. Dans la majeure partie du volume, la science, aussi perverse et étrange soit-elle, semble tout de même avoir le dessus, et ce n'est que dans la troisième partie que les simples allusions aux savoirs techniques d'antan ou aux créatures faussement surnaturelles, en fait des sortes de mutants, éventuellement le fruit des radiations, etc., commencent véritablement à se parer de traits bien davantage évocateurs de la fantaisie. Vieux mages et prophéties, patins couffins, et un bâton runique en avatar de Stormbringer, incarnation physique, quand bien même mythique, de la balance entre l'ordre et le chaos. On parle bien du champion éternel. Le multivers pourrait être SF, mais il est surtout bien pratique dans une optique de pure fantaisie. Difficile d'en dire plus pour l'heure, on verra bien ou pas comment cela tourne dans les volumes ultérieurs. Reste que cette ambiguïté me plaît bien, moi. Elle fait partie à mes yeux, et jusque dans les séquences les plus improbables, je vous raconte pas les idées tordues du conterrain pour assurer la défense de la Camargue, des atouts majeurs de cet univers qui constitue bien le principal ou le seul attrait de la légende de Hawkmoon. Mais justement, Hawkmoon, nous y arrivons. Dorian Hawkmoon, le jeune duc de Köln, est notre héros, pour l'heure peut-être, et notre avatar du champion éternel, répondant à Elric, Corum et Erekosé, et éventuellement quelques autres aux initiales souvent christiques. Ou peut-être est-ce en fait plus compliqué que cela, car deux autres personnages dans ce premier tome de Hawkmoon, qu'est le Joyeux Noir, semblent disputer au duc de Köln cet attribut essentiel. Le comte Hérin qui écrase le freluquet couillon si brave de par son charisme incomparable, à moins qu'il ne s'agisse d'un avatar du compagnon, et j'y reviendrai, et le mystérieux guerrier d'or et de jet, très agaçant dans sa paladinerie mystique, et qui semble tout savoir, lui, connard. Mais pour l'heure, disons donc qu'il s'agit de Dorian Hawkmoon. Il est le reflet, dans ce monde-ci, d'Elric écumant les jeunes royaumes. Comme le fameux albinos, même conçu sur un modèle anti-Conan, il est fondamentalement un type avec une épée, ce qui n'a rien de bien enthousiasmant. Mais il partage avec le Melnibonéen un trait plus intéressant, ou plus exactement constitue une variation intéressante sur un modèle devenu vite pénible chez Elric, et c'est son caractère dépressif. Comme Elric, Dorian Hawkmoon est un noble issu d'une vieille famille ancrée dans le passé et qui a éventuellement sombré depuis longtemps dans la décadence. Comme Elric, en fait de héros, il est maintes fois confronté à l'échec ou plus globalement à la malédiction, outre qu'il n'est pas toujours si moral que cela. Mais là où l'albinos malmené par son épée Stormbringer devenait vite agaçant à force de romantisme noir puéril autant que géniard, Dorian Hawkmoon incarne tout d'abord un autre visage de la dépression, qui est l'apathie. L'échec de sa tentative de soulèvement du duché de Köln contre la tyrannie de la Grande-Bretagne et les crimes du baron Meliadus, ne serait-ce que pour venger son père le vieux duc supplicié devant ses yeux, en a fait une coquille vide, indifférente à tout, tellement lasse de la vie qu'elle ne se reconnaissait plus aucun principe. Et pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, ça ne dure guère. Bien vite, bien trop vite sans doute, Dorian Hawkmoon deviendra, comme Elric, un type avec une épée, et d'ailleurs tout aussi psychopathe que le Melnibonéen, à ceci près qu'il ne blâme pas son épée pour cela. Pour le moment du moins, car l'idée est semble-t-il bel et bien que Dorian Hawkmoon est le jouet du bâton runique, comme Elric l'est de Stormbringer. Mais là encore, nous n'en savons guère plus pour le moment. On peut simplement se demander si le serment censément fatidique du baron Meliadus est véritablement aux sources de la trajectoire mythique de Hawkmoon. Le champion éternel se doit par ailleurs d'avoir un compagnon. Il y a là aussi un modèle dans le cycle d'Elric, et c'est Triste Lune, bien moins pénible pour autant que je m'en souvienne que le vilain bonhomme dont il était censément le faire valoir. Hawkmoon n'échappe sans doute pas à ce principe, mais l'identification de ce compagnon n'est peut-être pas aussi évidente qu'elle en a l'air. Une piste saute à la gueule pourtant, et c'est le personnage d'Oladan, le nain géant des montagnes bulgares, qui, entre grotesque et bon mot, mais avant tout fort dévoué, semble presque choper le lecteur par le col pour lui hurler à la face « Je suis Triste Lune ». Ce qui n'est à vrai dire pas sans poser problème. Au regard du rythme de la troisième partie du roman où il fait son apparition, j'y reviendrai.
Mais peut-être est-ce plus compliqué que cela? Une petite fouinerie sur le web semblait avancer que le compagnon dans Hawkmoon se divisait en fait en 4 figures. Oladan en tête, sans doute, mais aussi 2 autres personnages déjà cités, le comte Erin toujours et son comparse Noble Jean, et enfin un personnage qui n'a pas fait son apparition pour l'heure, Willem d'Averck, on verra ou pas là encore. Revenons cependant à notre Dorian Hawkmoon amorphe. Le baron Meliadus, risible caricature de vilain méchant pas beau avec les punchlines appropriées, a l'idée saugrenue, pas qu'un peu, supposant alors que c'est sa cruauté qui la justifie, la cruauté justifie à peu près tout dans le ténébreux empire, l'idée saugrenue donc d'employer le bonhomme, ex-rebelle mais qui ne croit plus en rien, couper ses aides Lebowski, etc., pour choper enfin la belle Iselda en Camargue et anéantir le pouvoir du comte Erin dans sa ridicule province. Il s'agit pour le duc de Köln de se présenter auprès du comte comme étant toujours rebelle et s'étant évadé des geôles de la psychédélique Londra, ben voyons, afin de gagner sa confiance et de faire ses petites affaires. Après quoi le jeune homme sera récompensé, ben voyons, la Grande-Bretagne lui laissant un pouvoir nominal, même si en tant que vassal, sur le duché de Köln, décidément pas facile à contenir, même en l'écrasant à coups de botte, figurez-vous. Mais pour s'assurer que le jeune homme ne les trahira pas, et c'est pas comme si c'était pas déjà un traître à la base, les savants grands-bretons usent d'un bizarre dispositif entre science et sorcellerie donc, et qui pour le coup peut ramener de manière plus concrète aux mésaventures autrement drôlatiques d'un Kugel. Un procédé donc consistant en un très voyant joyau noir incrusté dans le crâne de notre héros, le dit joyau fonctionnant comme une caméra qui permet au baron Meliadus et aux siens de s'assurer qu'Hawkmoon leur obéit. Le moindre écart sera sanctionné par l'activation pleine et entière du joyau qui aura pour effet de rendre Dorian fou. Mais bien sûr, ce joyau n'étonnera pas le comte Erin et compagnie, bien sûr. Oui, c'est un plan complètement con et qui ne tient vraiment pas la route. C'est d'autant plus fâcheux car le roman use de ce procédé guignolesque comme d'un prétexte et fondement au récit d'ensemble, qui n'en est que davantage boiteux. Et sans doute l'univers, aussi séduisant soit-il, ne parvient-il jamais totalement à faire abstraction de cette faille primordiale. Rassurez-vous, car vous en doutiez, n'est-ce pas, Dorian Hawkmoon ne succombera évidemment pas aux maléfices du joyau noir et retrouvera la fougue psychopathe qui sied au champion éternel qui est un type avec une épée, avec la bénédiction du comte Erin pas dupe un seul instant, et celle de Iselda décidément amoureuse de tous les types en armure qui font une halte en Camargue. I love a man in a uniform. Bon, étonnant, non? Cette faiblesse de fond s'accompagne hélas d'une autre, et conséquente, dans la troisième partie du roman, qui tient plus que jamais du feuilleton picaresque, voire du fix-up, mais sur un mode absolument pas convaincant. En l'espace de 60 pages divisées en 6 chapitres, tiens ça tombe bien, nous suivons alors Hawkmoon dans un long périple, mais narré de manière pour le moins accélérée, qui le conduira de la Camargue à la Perse tout de même, afin de se libérer définitivement de la menace du joyau noir. Et ça va à fond la caisse, même la rencontre avec Oladan, pourtant déterminante. Les chapitres de 10 pages sont extrêmement condensés et sans vrai liant, accumulant les rebondissements avec la pertinence d'un Van Vogt ou celle d'une véritable rencontre aléatoire de donjons et dragons. Fâcheux contraste avec l'ouverture du roman, globalement réussi, et centré sur la Camargue et le comte Erin. Dorian Hawkmoon n'apparaît véritablement dans le roman qu'après une 60aine de pages. Moorcock, dans ses premiers chapitres, prend le soin de poser son univers, mais sans didactisme, et privilégie l'ambiance à l'action. Et ça marche. La troisième partie, en comparaison, donne l'impression d'un écrivain pressé d'en finir, mais rallongeant quand même la sauce pour arriver à un format de roman, et qui bâcle absolument tout et bordel sans se cacher le moins du monde. Impression renforcée bien sûr par le style, au mieux utilitaire, régulièrement lourdingue, parfois même pire. Reste tout de même 6 livres de la légende de Hawkmoon après celui-ci, et je crains fort que ces failles les affectent tout autant, voire davantage encore. Mais là, pour le coup, on fait vraiment dans le popcorn, plus que jamais. Le lecteur binge comme un porc, jamais totalement convaincu, suffisamment accroché pourtant pour tenter de jeter un œil à la 2e saison. C'est l'été, merde. Objectivement, je ne peux pas recommander ce roman, sans doute au mieux médiocre. Je ne sais pas s'il est avant tout fun ou navrant. Sans doute est-il en fait les deux, et dans une égale mesure. Alors, je vais quand même continuer, au moins avec le dieu fou. Autant dire que tout est foutu.